Bonjour à tous, bienvenue sur le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive sur Esaü TV. Tout de suite le sommaire. On connaît depuis ce mercredi le carré d'as de la Coupe du Bénin édition 2019. Esaü FC s'est qualifié pour les demi-finales en battant les Panthères de Djougou 2-0. C'était du côté du stade Paulin Tomanaga de Boycon. Après quelques semaines de pause, les championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2 reprennent ce week-end. Les affiches de la première journée de la phase retour de la Ligue 1 et Ligue 2 dans cette émission. Quelques informations pêle-mêle viendront boucler cette émission. Pour décrypter l'actualité sportive du Bénin et d'ailleurs, j'ai à mes côtés en plateau Fidèle Akorodia, rédacteur en chef de Ado TV, Ado FM. Bonjour Fidèle. Bonjour Larios, bonjour amis téléspectateurs de Esaü. J'ai également, comme toujours, René José Sabo qui est là pour m'accompagner dans l'animation de cette émission. Bonjour René. Bonjour Larios, bonjour amis téléspectateurs. Un invité ici aujourd'hui avec nous, Arthur Selo, bonjour. Bonjour Larios, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons par le tour d'horizon de l'actualité après ceci. Une bonne participation des écureuils à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 passe inéluctablement par une excellente préparation. Le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer, a élaboré à cet effet un planning. Ce chronogramme a été rendu public lundi dernier par le team média officiel Hugues Zinsou-Zounon. Voici le compte rendu. La feuille de route du sélectionneur Michel Dussuyer commence ce 2 avril jusqu'en juin. Le technicien français quitte Cotonou pour la France ce jour. Il va se rendre le 11 avril au Caire en Égypte pour assister le lendemain à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Avec la délégation béninoise, il va visiter les installations qui vont accueillir les matchs de groupe du Bénin ainsi que le probable camp de base de son équipe le 13 avril. Après un séjour de 72 heures sur la terre des pharaons, il va repartir en France et va y rester jusqu'au 30 avril. Durant ce séjour, il va certainement effectuer des prospections afin de susciter l'adhésion d'autres joueurs d'origine béninoise évoluant sur le vieux continent à son projet. Le 1er mai, il va revenir à Cotonou. Le stade de préparation proprement dit pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 3 juin. Selon le message diffusé par une source proche du team média officiel sur les réseaux sociaux, le lieu du stade sera défini en fonction du tirage au sort. Enfin, l'équipe va jouer son premier match amical le 9 juin. Passé l'euphorie de la qualification, place donc à la préparation des écureuils du Bénin aux fins d'une meilleure participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. On a disputé ce mercredi les quarts de finale de la Coupe du Bénin 2019. Sans carboniser, Esaü Football Club s'est disposé des Panthères de Djougou 2-0 au stade Paulin Tomanaga de Boycon et file donc en demi-finale. Et Eric Sewa a ouvert le score à la 11e minute sur un corner joué par Charbel Gomez. Le second but d'Esaü est intervenu à 15 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est signé Emmanuel Samuel, l'une des nouvelles recrues du club universitaire qui a marqué par là son deuxième but personnel dans la compétition. Voici quelques moments forts de cette rencontre.
Les Panthères de Djougou ont manqué de réalisme dans ce match puisqu'ils se sont procuré les occasions les plus franches et ont eu la maîtrise du jeu sur l'ensemble de ce quart de finale. Déjà battus en championnat par Esaü, ils arrêtent donc leur course au deuxième tour de la Coupe du Bénin 2019. Ce qui est arrivé, c'est le football qui est en gras, ça tourne comme ça vers la gauche ou vers la droite. Et quand ça arrive dans le championnat, il nous a battu 3-2 et encore dans la Coupe 2-0. Ouais, ça tourne. Ça tourne. Regardez l'exemple de Moué Dragon, dans le championnat, on les a battus, dans le coup du Bénin, on les a éliminés aussi. C'est la chance qui n'est pas sur à nos côtés. Sinon, on a bien joué, bien possesseur ballon, effectivement, on les a dominés. Mais c'est la chance des buts, là seulement, les deux occasions, ils ont marqué. Sinon, le jeu était très très bon. Avec le temps, on va se corriger pour le retour du championnat. Bon, on est tombé, les armes en main. Je dis, vous allez voir de près que les poulains se sont donnés, mais dommage qu'on joue dans ces conditions-là et qu'on perd le match. Bon, nous, on va retourner au bercail et puis se corriger pour le championnat. Du côté des AEFC, Richard Bior a livré à la fin de la rencontre la stratégie qu'il a mise en place pour battre à nouveau les Panthères de Djougou. Nous avons en face une équipe athlétique qui court beaucoup et qui joue en longue balle. Donc nous avons mis la stratégie qu'il faut pour contrer ces longues balles et de les prendre en vitesse lorsqu'ils perdent le ballon. Parce que j'ai remarqué que dès qu'ils perdent le ballon, ils ont des difficultés à se replacer. Donc nous avons agi sur cet aspect, ce qui nous a valu la victoire de ce soir. Juste après le premier but, l'équipe a commencé par forcer. Donc il fallait mettre en place une stratégie afin de les contraindre et puis reprendre comme cela se doit la seconde partie. Si en seconde partie ils ont poussé, c'est parce qu'ils étaient menés. Nous avons encore géré. Et comme je vous l'ai dit, nous exploitons leurs points faibles et on fait mal de l'autre côté. Oui, l'objectif est atteint. Il s'agissait de venir ici faire un beau match, corriger ce qu'il faut corriger. Ce match nous a servi de tremplin pour nous apprêter réellement afin d'aborder de façon sereine la seconde phase du championnat. Sur les 10 derniers matchs disputés par Esaü, y compris les rencontres amicales, l'équipe présente un bilan de 7 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Les 2 revers remontent au 14e et 16e journée de la Ligue 1. En ce qui concerne les autres résultats de ces quarts de finale de la Coupe du Bénin 2019, la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques a éliminé l'association sportive Tonnerre de Boycon grâce à sa victoire 2-1 à Misrete. C'est sur ce même score que Béké de Bembereke est arrivé à bout d'Énergie FC de la SB2E au stade d'Achoukouma de Djougou. Enfin, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a eu recours au tir au but avant de sortir les Buffs FC du Borgo. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire et 4 tirs transformés contre 3 pour les portuaires. En demi-finale, Esaü FC va s'opposer à Béké de Bembereke alors que Aspac va affronter la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques. Ce sera le 3 juin prochain. Mais avant cette demi-finale, ces clubs vont retrouver les stades de la Vitalor Ligue 1 ce week-end. Pendant la trêve, ils ont renforcé certains compartiments avec le recrutement de nouveaux joueurs. Ils ont également joué des matchs amicaux afin d'évaluer les potentiels de ces recrues. On va suivre le point des préparatifs de AEFC pour la phase retour de la Ligue 1. Une victoire, un nul. Ainsi se présente le bilan des matchs de préparation livrés par Esaü Football Club en prélude à la phase retour de la Ligue 1. Pour le premier match test, Marcel Dandine et ses coéquipiers se sont opposés aux jeunes de l'équipe réserve du club Espoir FC de Cotonou, pensionnaire de la Ligue 3 à René Plevel le vendredi 29 mars 2019. 5 des potentiels recrues démarrent la rencontre. Roustan Bello, Eric Boabeng et Dieudonné Dandinou, des anciens du club, Ambroise Oyon et Christian Legbé. Le match de ce matin pour Esaü contre une équipe de division inférieure, c'est juste pour permettre à ces nouveaux joueurs qui aspirent à signer avec nous
s'épanouir, doit montrer tout ce qu'ils savent faire. Et ça permettra aux encadreurs de voir si déjà face aux petites équipes, ils se comportent bien, quel sera le comportement par rapport aux grandes équipes. Ces derniers se sont plus ou moins bien intégrés au groupe. Dieudonné Dandjinou, parti à Énergie en début de saison, signe son retour avec un doublé en première période. Au retour des vestiaires, Richard Biot remanie l'équipe. Sylvanus Ruchenou, un nouveau joueur, inscrit également un doublé. Esaü s'impose au finish 4-0. Tout se passe bien pour le moment. Les entraîneurs sont là, et tout le staff technique est là, et en train de surveiller le comportement de chacun de ces nouveaux joueurs. Il s'agira aussi d'intégrer les anciens pour voir si, entre-temps, ils ne se sont pas abîmés. La seconde sortie n'a pas connu aussi bien de réussite que la première. Richard Biot et ses hommes ont été tenus en échec par l'Académie Poté-Joseph APJ, 2 buts partout. Cueillis à froid à la 4e minute par les académiciens, ils n'ont pas laissé de place au doute. Quelques instants après l'ouverture du score, Emmanuel Samuel, l'une des recrues, égalise avant que Chabel Gomez ne donne l'avantage aux siens. La logique est donc respectée au terme de la première mi-temps. Esaü FC mène au score 2-1. Au retour des vestiaires, Richard Biot tourne son effectif. L'équipe concède l'égalisation sur cette magnifique frappe de Paco Arandé dès les premières minutes. Charbel Gomez et ses partenaires font essayer en vain de reprendre l'avantage. La direction et l'encadrement technique de Esaü FC disposent encore de quelques jours pour faire les derniers réglages administratifs et techniques, car le mercato s'achève le 10 avril 2019, alors que la phase retour de la Ligue 1 commence 4 jours plus tôt. À propos du mercato, le directeur sportif de Esaü FC, Quentin Didavi, a fait le point des démarches menées en marge du premier match amical joué contre Espoir FC du Cotonou le vendredi dernier. Nous avions repéré 5, 4 sur le terrain, mais un de nos anciens joueurs qui aspirait à revenir. Je crois que sur le bloc ghanéen, nous avons 3. Sur les 3, un seul est présent actuellement. Il y a un autre attaquant ghanéen qui, entre-temps, après le stage, a été sélectionné en équipe nationale U23. Donc il a fait la campagne avec le Ghana. Ils ont joué et éliminé le Gabon. Nous attendons toujours qu'il rejoigne. Entre-temps, la demande du CIT a été lancée. Nous attendons. En dehors de lui, en matière du Ghana toujours, nous avions repéré un libéro. Un libéro qui malheureusement n'est pas disponible pour le moment parce que son club parle de négociation. Lorsqu'il parle de négociation, c'est que le joueur est toujours en contrat avec son club, il n'est pas encore libre. Donc il nous sera difficile de conclure ce transfert. Toujours parlant de ces 5, je disais tantôt que le Ghanéen est là. L'Ivoirien que nous avions identifié a fait fausse note. Il n'a pas pu combler les attentes. Donc l'encadrement technique, bien que nous l'ayons signé officiellement, bien qu'il ait signé, mais malheureusement pour les matchs d'essai, il n'a pas pu tenir. Donc l'encadrement technique n'est pas prêt à le garder. Et je dirais malheureusement ou heureusement, un ami manager du Ghana nous a envoyé hier un autre défenseur central qui est actuellement sur le terrain. C'est un Ivoirien que nous sommes en train de voir actuellement. Et si lui il conclut, je crois que ça fera l'affaire. Il est actuellement disponible depuis hier. Il nous est arrivé et puis nous l'avons rendu disponible ce matin.
Bon, la très grande réussite de ce travail que nous avions eu à faire, c'est le Nigérian qui non seulement avait confirmé, a continué de confirmer et a même marqué son premier but pendant le match contre la JSP. Lui, il n'est pas là actuellement, il va rallier Cotonou demain pour la suite des événements. Nous allons découvrir à présent les affiches au programme de la première journée de la phase retour du championnat avec René-José Sago. René, bonjour. Bonjour Larios, il faut dire déjà que le samedi 6 avril prochain, nous aurons au stade René Pleven à 16h, Esaü qui affronte Tonnerre Football Club. Seule rencontre inscrite au programme pour cette journée avancée. Le dimanche 7 avril, on aura du côté du campus Thabo-Mekalavi Énergie qui va croiser les crampons avec UPI ONM. Du côté de Zapota, la jeunesse athlétique du Cotonou serait l'hôte de Dynamo d'Abomey. À Avrancourt, les protégés de l'honorable Augustin Renvoy Blanc affrontent Assos Football Club. Au stade René Pleven à 16h, nous aurons le remake de cette rencontre des quarts de finale entre l'ASPAC et les Buffs. Du côté de Ndali, l'association sportive La Vallée de l'Ouémé se déplace pour affronter Beke Football Club. À Kobé, ce dimanche à 16h, nous aurons les Oranges et Noirs des Dragons qui seront les hôtes de la jeunesse sportive de Kobé. Et enfin, à Kraké, Soleil Football Club est l'hôte de l'Union sportive Semé Kraké. Nous restons donc avec vous pour découvrir le programme des matchs prévus pour le compte de la Vitalor Ligue 2 et qui sera également à sa 20e journée. Exactement, tout comme la Vitalor Ligue 1, la Vitalor Ligue 2 prend son envol ce samedi prochain. Et déjà à 14h au stade René Pleven, nous avons l'AS Cotonou qui affronte Akanke Football Club. À Glazoué, nous aurons Delta Football Club qui affronte Dadje Football Club. Du côté de la cité des Kobourou à Parakou, Dynamique Football Club est l'hôte de Dynamo de Parakou. Au campus d'Abo-Mekalavi, Tanuka de Djougou est l'autre de l'UNB Football Club. Du côté de Savalou, nous avons Espoir de Savalou qui affronte Entente Football Club, tandis qu'à Zapota, Audio Football Club, deuxième au classement, serait l'hôte de la jeunesse sportive d'Agoni. Le dimanche, nous aurons du côté de Niki, Cavalier à Estado. Au campus d'Abo-Mekalavi, nous avons la GS Ouida qui serait l'hôte de Mamba Football Club, tandis que du côté du stade René Pleven en match avancé à 14h, nous avons Dynamo de Parakou qui serait l'hôte des Requins Football Club. Il faut dire que pour cette Ligue 2, Zazira Football Club est au repos. Nous passons à présent au basketball. Les amoureux de la balle au panier ont repris du service le week-end dernier. La phase de district des championnats nationaux 2018-2019 a démarré après plusieurs reports dus à des engagements internationaux, notamment l'organisation à Cotonou le mois dernier de la fenêtre 4 de FIBA Afro League. Ces championnats vont servir de transition vers l'installation de la première division et de la deuxième division la saison prochaine. Abdou Bakari, premier vice-président de la Fédération béninoise de basketball, donne plus de précisions. Nous avons démarré ce jour le championnat national. Nous avons commencé par les phases éliminatoires qui se déroulent actuellement sur tout le territoire national. C'est vrai qu'à Parakou, il va y avoir une journée de retard pour quelques règlements stratégiques. Ça va démarrer demain à Parakou. Sur tous les autres endroits du Bénin, le championnat a démarré effectivement. Et donc nous allons finir avec les phases éliminatoires et enfin chaque zone dégagera ses champions pour que ça se déroule finalement la phase finale à Cotonou. Ça va se dérouler sur les 4 prochains mois. La particularité, c'est que nous engageons la saison prochaine les grandes divisions, la D1 et la D2. La particularité de cette saison, c'est que les champions de chaque zone seront systématiquement qualifiés pour la D1 de la saison prochaine. Et celles qui ne seront pas qualifiées vont devoir demeurer en D2 de la saison prochaine pour jouer avec des clubs civils qui sont en train de nous taper les portes et qui veulent également jouer le championnat.
Les femmes sportives béninoises étaient à l'honneur le samedi dernier à la plage de Fidjrosset à Cotonou. Le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, les a célébrés à travers la tenue du premier festival du sport féminin de plage. Reportage. Initié dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, le Festival du sport féminin se veut un cadre de valorisation des potentialités des femmes sportives et leur droit à la pratique d'une discipline. La pratique du sport est un droit de l'homme. Droit de l'homme, grand H. Ça veut dire que la femme aussi a le droit à la pratique du sport. Est-ce que vous retenez ça? Le sport de plage existe. La première édition du Festival du sport féminin met donc en valeur le sport de plage cette année. Réunies à la plage de Fidjrosset à Cotonou, ces femmes athlètes démarrent la journée du samedi 30 mars 2019 par le fitness, histoire de réveiller les muscles avant d'entrer dans leurs différents ateliers. À la fin de ces exercices, chacune d'elles prend du plaisir à la pratique de sa discipline de prédilection. Au programme du beach soccer, du beach rugby, du beach volley, du beach handball, du badminton, du judo, du karaté, de lutte et de gymnastique. Les participants se réjouissent de l'initiative du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, tout en invitant leurs collègues à y adhérer massivement. Toute œuvre qu'une femme prenne, il nous faut de soutien. Moi, j'aime bien cette première édition et je demande aux dames aussi d'y réfléchir, pourquoi pas, de trouver des créneaux pour pouvoir organiser une telle manifestation. Vous voyez mon corps, je suis grosse, n'est-ce pas? Mais je suis légère parce que je fais du sport depuis plus de 20 ans. J'ai toujours fait du sport et je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter de le faire. Le sport, c'est ma vie, le sport coule dans mon sang. Et je ne m'imagine pas arrêter de faire du sport. Donc mes sœurs, venez nombreuses, vous qui êtes dans vos chambres, vous qui êtes dans vos salons, qui pensez que le sport c'est fait pour les autres, le sport c'est fait pour tout le monde. En marchant, vous faites du sport. En faisant de l'exercice, de ménage à la maison, vous faites du sport. Venez, transpirez sous le soleil et faites voir ce que vous savez faire de votre corps. Hormis les activités sportives, les participantes ont suivi des communications sur l'importance de la pratique sportive, la promotion des valeurs olympiques, les maladies sexuellement transmissibles, MST, les infections sexuellement transmissibles, IST. De même, les volontaires ont effectué des tests de dépistage du cancer de sein, de l'hépatite et du VIH. Restons avec l'institution fêtière des fédérations sportives au Bénin. Le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN a lancé le jeudi 28 mars la deuxième édition des cours avancés en management du sport CAMS à l'auditorium Maurice Francisco. Une vingtaine d'acteurs du mouvement sportif béninois participent à cette formation qui va s'achever en septembre prochain. Vous aurez 15 minutes pour répondre à quelques questions. C'est parti pour la deuxième promotion des cours avancés en management du sport CAMS. Pendant 7 mois, 22 acteurs du mouvement sportif béninois, issus de différentes fédérations, vont s'outiller pour mieux gérer la pratique de leur discipline. Les CAMS, les cours avancés en management du sport, c'est organisé de manière à ce que on se retrouve pendant 2 jours sur 7 mois pour faire le point de ce qui a été fait, pour renouveler les connaissances et pour repartir avec d'autres exercices. Co-dirigé par les 2 directeurs de programme béninois, Fernando Jessou et Polycarpe Gouton, les cours vont se dérouler de façon présentielle et en travaux de recherche sur toute la durée de la formation. Pour ce faire, les animateurs sollicitent l'engagement personnel des participants. Le plus important, ce n'est pas le présentiel. C'est ce que vous allez faire comme travail à la maison ou bien dans votre structure. Parce que le système, le processus est tel que
vous devez vous positionner. Il y a une posture à prendre. La posture, c'est celle de quelqu'un qui veut faire changer les choses dans la structure qui vous a fait venir. Si vous prenez réellement la bonne posture et que vous commencez à réfléchir pour voir comment faire changer les choses, vous constaterez que vous serez à l'avant-garde. Après les 2 premières journées, là, vous constaterez déjà un changement en vous-même. Vous verrez les choses autrement. Au lancement officiel des CAMS 2019, le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a rappelé l'intérêt de la formation aux participants ainsi que les exigences auxquelles ils doivent se soumettre. Ce n'est pas des cours pour lesquels on vous a invité et dont vous allez vous servir après pour mater vos fédérations ou vos structures. C'est des cours qui vous sont délivrés pour que vous, avant tout, vous puissiez mieux éclairer votre fédération. Il faudrait surtout que vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt les indications qui vous seront données par les directeurs de programme, de manière à ce que, à la 7e session, qui est la session bilan, chacun de vous soit à même de présenter son étude de cas. Au démarrage de la 2e édition des CAMS, 6 participants de la première promotion ont reçu leur parchemin. De la compétition célébrale, la première édition du jeu concours Génie en sport organisé par l'association Omnisport Play and Flourish a connu son épilogue le samedi dernier avec la victoire du collège Bon Berger d'Akpakpa face à Lucie Véron. Compte rendu. C'est l'apothéose dans le rang des supporters du collège Bon Berger. Leur équipe vient d'entrer ce samedi 30 mars 2019 dans l'histoire du jeu concours Génie en sport organisé par l'association Omnisport Play and Flourish. Elle a battu Lucie Véron au bout d'une finale serrée. Un mot. Si tu ne trouves pas, tu passes. Pas de micro. Je suis un assesseur des arts martiaux. Mon premier sont des éléments de la poitrine. Mon second, c'est le pronom personnel, la 2e personne du singulier. Mon 3e est le mot, la lettre R. Qui suis-je? Un assesseur des arts martiaux. C'est qui 2009. C'est équipe. Parfait, équipe A, bonne réponse. Au thème des 3 phases de questions standards, de charade et de devinette, les élèves du Bon Berger prennent le dessus avec un écart de 6 points. Le résultat total donne ceci. 167 points pour Lucie Véron, au total 167. Et pour Bon Berger, un total de 173 points. L'émotion est forte dans le camp des finalistes, les élèves de Lucie Véron. Leur déception contraste avec la joie des vainqueurs. Ils effectuent tout de même un geste de fair play à l'égard de leurs adversaires. Même si on n'a pas gagné, on est quand même fiers de nous, au moins d'avoir occupé la 2e place. Quand on sait que l'année prochaine, on peut faire mieux que ça, on peut être peut-être les premiers. Bon, on ne dirait pas dire peut-être, on va être les premiers pour l'année prochaine. Je suis très contente parce que mon groupe a gagné et on a fait honneur à notre école, à notre établissement. On promet de faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui. 4 collèges ont participé à la première édition de ce jeu concours Génie en sport. Hormis les 2 finalistes, la Tendresse remporte le bronze, tandis que les Sauveurs, disqualifiés à la première phase, terminent au pied du podium. Les organisateurs se réjouissent du bon déroulement de la compétition et se projettent déjà pour l'édition prochaine. Je ne m'y attendais pas à avoir autant d'engouement derrière cet événement. Je suis très ému. Mais ce résultat, le travail, non de ma personne, mais du comité d'organisation qui est présidé par Madame Romance. Je crois que c'est à eux que revient le mérite. C'est à cette équipe-là que je dois dire toutes mes félicitations pour l'organisation de cette activité. C'était un peu compliqué de mobiliser les gens, mais on a eu au moins ces équipes-là qui ont participé et on a constaté au fil des épreuves qu'ils prenaient goût à ce qu'ils faisaient. Et donc c'est vraiment une réelle satisfaction, ne serait-ce que sur ce plan-là.
Il faut rappeler que les équipes étaient passées par une présélection avant de passer aux phases éliminatoires qui ont été médiatisées. Donc pour la présélection, on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'établissements qui vont participer. En dehors de ça, au niveau des épreuves, nous allons mettre encore un peu plus de fun. Et pour les prix également, je pense qu'on va s'améliorer. En attendant la prochaine édition, tous les participants, désormais ambassadeurs du jeu concours Génie en sport, connaissent mieux le domaine du sport. Ils repartent également avec des bourses de participation au camp Omnisport 2019 en août prochain. Le documentaire Océane Ganero, Horizon Tokyo 2020, est effectivement sorti le jeudi dernier à Canal Olympia de Cotonou. Mais derrière ce film documentaire réalisé pour retracer le parcours, la personnalité, les rêves de la championne d'Afrique de karaté 2017, se cache un projet solidaire élaboré afin de l'aider à concrétiser son rêve de remporter la première médaille olympique du Bénin aux prochains Jeux olympiques. Suivons Daniel Malengue, directeur de l'agence.com, qui expose le contenu de ce projet. C'est parti d'une rencontre avec Océane et où nous avons trouvé à notre niveau inadmissible que ce talent-là ne soit pas révélé à tous, en fait, que ce talent ne soit pas connu. Donc nous nous sommes dit comment est-ce que nous pouvons l'accompagner, et ainsi sont nés ce documentaire et tout le projet qu'il y a autour. Il y a une tournée des écoles pour diffuser le documentaire parce que nous pensons que Océane aujourd'hui peut inspirer d'autres jeunes à travers son art et les valeurs que son art véhicule, qui sont la combativité, la persévérance, le dépassement de soi, le don de soi pour réaliser ses rêves. Donc c'est dans ce cadre que nous allons faire cette tournée des écoles. Nous allons également faire une campagne de crowdfunding qui va commencer très bientôt, et également un téléthon tombola pendant les vacances et un dîner de gala pour essayer de mobiliser des fonds, parler d'elle pour que des entreprises s'intéressent à elle et puissent l'accompagner dans son rêve pour les Jeux olympiques. Pour aspirer à une médaille olympique, Océane Ganero doit se battre quotidiennement pour figurer dans les 10 meilleurs de sa catégorie, comité des moins de 55 kilos. Elle a raconté comment se passent ses entraînements dans son club Les Samouraïs 2000 en France. Aujourd'hui, je travaille beaucoup de finesse, quelque chose auquel je n'étais pas vraiment habituée, beaucoup de stratégie. Avant, je sautillais beaucoup, mon agilité c'est toujours là, mais je bouge un peu moins. Je bouge, mais un peu moins qu'avant, parce qu'avant, je bougeais beaucoup sans rien faire. Je bougeais juste pour déstabiliser la personne, mais pas pour aller vraiment en fait. Alors que je peux créer l'occasion et aller. Donc du coup là, je travaille beaucoup sur les appuis et la trajectoire de mes techniques en fait. À chaque fois quand tu décides, il faut que ça suive une bonne trajectoire. Après j'ai toujours, j'ai une vitesse et une explosivité naturelle puisque mon coach aussi me l'a dit. Donc c'est déjà un avantage, mais là je travaille beaucoup sur mes appuis, sur la trajectoire, le tunnel comme le coach nous le dit souvent. Et surtout la concentration, parce que j'avais tendance à très vite me déconnecter, à sortir du combat en fait. Et donc là maintenant c'est ce qui m'est arrivé au monde. À un moment je menais 3-1, oui, je menais 4-1 je pense. Et à 7 secondes de la fin, je suis sortie du combat. Et en fait au lieu de continuer dans la même lancée, je me disais, il ne faut pas que je perde.
pas que je me prenne un coup. Et là, je suis sortie du combat et elle m'a accroché avec 3 points, elle a égalisé et puis c'est comme ça que j'ai perdu bêtement. Donc là, je travaille beaucoup la concentration dans le combat en fait. Tant que l'arbitre n'a pas dit jamais, je reste dans le combat jusqu'à la fin. Donc voilà, beaucoup de technique et surtout beaucoup de finesse et ça use en fait, ça use. Une information en bref pour boucler le tour d'horizon de l'actualité sportive au Bénin avec René-José Sabo. Il faut dire simplement que le championnat national féminin de football 2019 va connaître son épilogue le dimanche 7 avril prochain du côté du stade René Pleven. Et on aura comme affiche Phénix de Boycon qui va croiser les crampons avec la GSV de Porto Novo. Il faut signaler que déjà à l'étape des demi-finales, Phénix a disposé de Élite par le score de 2-0, tandis que Vigueur n'a pas fait le déplacement et la GSV s'est qualifiée sur tapis vert. Merci à vous et nous passons au débat du jour après ceci. Au menu du débat de ce jour, nous avons 2 sujets principaux. D'abord, nous commençons par la feuille de route du sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuet. Ce chronogramme que le technicien français a rendu public le lundi dernier. Fidèle à Koroudia, peut-on dire que cette feuille de route respecte ce qu'il y a de plus classique en la matière? Ah oui, c'est la routine, la reste. Et puis, quand vous avez un entraîneur comme Michel Dussuet, vous ne pouvez que vous attendre à cette feuille de route, à cette programmation, parce qu'il est professionnel, il sait ce qu'il doit faire à un moment donné, il a exprimé. Maintenant, la suite, c'est de véritablement respecter ce chronogramme pour que nous puissions faire une bonne participation à la CAN. Sinon, je pense que c'est du classique, c'est ce qui est normal pour un entraîneur qui se respecte et pour une sélection qui se respecte. Qui voyage loin ménage sa monture, dit-on, René Sabo, et le sélectionneur national n'a pas laissé temps à l'euphorie qui a embrasé tout le pays après cette 4e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Et depuis le mardi dernier, il est en France pour mettre en exécution ce chronogramme qu'il a élaboré. Mais exactement, vous le savez, Michel Dussuet n'est pas un dernier venu dans ce milieu de la haute compétition et il a su déjà prendre ses dispositions déjà à la veille de la qualification du Bénin et il n'a pas tardé à rendre public sa feuille de route, une feuille de route alléchante mais qui tient compte effectivement du tirage au sort de cette CAN qui va se dérouler le 12 avril prochain. Et vous voyez bien, tout est fait prêt pour que le Bénin puisse amorcer sa préparation le 3 juin, juste après le tirage au sort. Arthur Sello, pour vous, quel sera le défi concernant ce chronogramme élaboré par Michel Dussuet? Le premier défi, c'est d'abord de respecter rigoureusement ce chronogramme. Le second, c'est la manière dont on meuble ce chronogramme. Parce que quand vous voyez, c'est peut-être les grandes lignes qu'on a jetées. Parce que dans les détails, on n'a pas les détails. On attend d'abord le tirage au sort le 12 avril pour voir comment meubler ces grandes lignes-là. Donc, les 2 défis, c'est d'abord de respecter rigoureusement ce chronogramme. En plus, c'est de la manière dont on meuble ça, pour permettre à l'équipe de bien se préparer pour cette CAN-là. Et le ministre Oswald Omeki a effectué une sortie médiatique le dimanche dernier sur la radio nationale où lui aussi il a avancé quelques pistes concernant la préparation de l'équipe. Peut-on dire que la symbiose actuelle entre la fédération et le ministère va permettre au Bénin de préparer au moins cette fois cette compétition de la meilleure des manières, fidèle à Koroudia? Mais il y a toujours une complicité entre le ministère et la fédération pour les éditions passées. Vous en savez quelque chose. Donc, il y a toujours cette complicité parce que, après tout, l'équipe nationale, c'est l'équipe du pays.
et le ministère sous tutelle ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Donc je pense que c'est une bonne chose que le ministre s'implique à 1000% dans cette organisation, donc c'est déjà une très bonne chose. Et comme l'a dit tout à l'heure Arthur Sello, c'est vrai, nous avons un chronogramme, d'accord, nous avons des dates bien précises. Et je suis sûr que juste après le tirage au sort, on reviendra donner plus de précisions par rapport à ce chronogramme. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que le ministère et la fédération s'associent pour qu'on ait une bonne organisation. René Sabo, une bonne organisation, c'est avec la complicité même, la complicité actuelle entre le ministre Orval Omeki et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschapus. Le Bénin ou les écureuils doivent surfer sur cette symbiose, cette lune de miel entre les deux institutions pour bien préparer cette compétition. Ben, c'est évident parce que sans cette symbiose entre ces deux institutions, on ne pourrait pas avoir une bonne participation. Et je pense que le ministre a pris les dispositions très tôt. Dans son intervention, il disait déjà que dès le lendemain de cette qualification, il avait déjà reçu l'entraîneur national, qu'il lui avait déjà jeté les grandes bases du contenu du chronogramme qui a été rendu public par la suite. C'est aussi heureux de savoir que le ministre ait affirmé que le gouvernement mettra les moyens, que le chef de l'État a déjà pris la disposition dans ce sens, et je pense qu'il ne revient qu'aux deux structures qui s'associeront à l'entraîneur pour qu'on puisse savoir, comme l'a dit Arthur Sello, un contenu beaucoup plus consistant et précis pour qu'on puisse mieux se préparer avant le coup d'envoi de cette rencontre, parce que le Bénin ne disposera en réalité que de 3 semaines pour se préparer avant le départ pour le Caire. Et pendant son séjour en terre française, le technicien français pourrait prospecter d'autres cieux afin de convaincre certains binationaux à venir défendre les couleurs nationales, parce que dans ce chronogramme, on note que du 14 avril au 30 du même mois, qu'il va rester dans les Hexagones. Mais quoi faire ne serait pas juste pour aller discuter une fois encore avec ces joueurs qui hésitent à revenir au pays. Peut-être pour se reposer aussi. D'abord pour se reposer, parce qu'après cette qualification, l'euphorie et tout, il faut quand même prendre un moment de retrait pour voir comment aborder la suite. Ensuite, il prendra le temps aussi d'aller suivre la fin du championnat au niveau de tous ces joueurs qui évoluent de l'autre côté de l'Hexagone. Il va voir comment chacun va finir sa saison. Et bien, si durant cette période, il a le temps de voir encore qu'un binational est à même de venir porter un coup de main à cette équipe, pourquoi pas ne pas venir, en tout cas ne pas discuter avec lui, voir dans quelles conditions il faut l'intégrer. Mais je ne crois pas qu'en 3 semaines, on peut s'intégrer véritablement quelqu'un d'autre, un joueur nouveau à cette équipe-là pour donner quelque chose de potable. Si d'accord, mais 1, 2, 3, bon, on verra comment Michel Duchesne va faire. Mais je voulais revenir sur la complicité entre la fédération, le ministère, pour dire que il est vrai que dans notre contexte, l'équipe nationale, c'est la propriété de l'État. Et que comme on n'a pas un sponsor pour gérer l'équipe nationale, il est de bon temps que l'État accompagne l'équipe. Mais il faut savoir jusqu'où l'État doit s'arrêter pour permettre à la fédération et à l'entraîneur de bien préparer. En tout cas, il faut observer un décalage entre le politiquement correct et le reste pour que les joueurs et Michel Duchesne aient le coup de franche pour préparer véritablement cette CAN-là. Oui, c'est une belle transition pour parler de ce qu'il ne faut pas faire au cours de cette période de préparation pour entacher dans une certaine mesure la sérénité au sein de l'effectif ou de la préparation de l'équipe nationale fidèle à Colombia.
Oui, je suis d'accord avec vous, Lara Sadjabono, je suis d'accord avec Atu également. Et comme je disais tout à l'heure, Michel Dussié, il est professionnel. Il est professionnel. Et dans notre contexte actuel au Bénin et sur les tropiques, on ne peut pas enlever la main de l'État à 100% d'une préparation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas possible. C'est vrai, la fédération est là pour jouer sa partition. Mais le ministère est également là pour jouer sa partition dans la mesure où, malheureusement, c'est l'État béninois qui va mettre la main à la poche. Et le ministère a son droit de regard sur ça. Ce n'est que ça. Sinon, en temps normal, le ministère n'a pas à s'ingérer outre mesure. La fédération devait s'occuper de sa chose comme cela se doit. Et le ministère, s'il y a des apports, le ministère apporte et puis le travail continue. Mais malheureusement, chez nous, le ministère est obligé de mettre la main à la poche. Donc, souffrons que le ministre soit en complicité, non seulement avec le coach, mais également avec la fédération pour qu'il y ait une bonne préparation. Maintenant, il va falloir que chacun reste dans les limites de ses prérogatives. Parce que le coach, il est le technicien. D'accord? C'est lui qui a mis de dire, bon, j'ai besoin de tel joueur pour l'objectif que vous m'avez fixé. Donc, il revient au ministère et à la fédération de l'accompagner dans ce sens. Donc, je pense que si eux tous, ils sont des professionnels, chacun, même s'ils sont ensemble, chacun doit rester dans son couloir. Et si quelqu'un veut empiéter sur la ligne de l'autre, il faut que la personne soit en mesure de dire attention, vous êtes en train de franchir au Rubicon. Je pense que pour le moment, ça se passe dans une ambiance bon enfant. Et souffrons, eh bien, souhaitons que cela puisse continuer ainsi. Que cela puisse continuer ainsi, mais jusqu'où la lune de miel entre le ministère et la fédération doit aller pour ne pas entraver la préparation de l'équipe, surtout la préparation technique de l'équipe, parce qu'il faut tirer des leçons, des enseignements des 3 participations du Bénin à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ben, pour ce que je sache, c'est que l'intervention du ministère doit être relativement limitée parce que l'entraîneur a beaucoup à faire avec la fédération et surtout le côté technique. Je veux parler d'une collaboration de l'encadrement technique avec la direction technique nationale et surtout avec l'administration de la Fédération béninoise de football. Et comme vous l'avez dit, la lune de miel ne doit pas entraîner, on fait tout ensemble. Non, non, non. Il a des limites au niveau de la haute compétition. La fédération a ses prérogatives. Le ministère a les siennes. Et les prérogatives au niveau du ministère, vous l'avez dit, c'est de mettre les moyens. Mettre les moyens et vérifier aussi, tant soit peu le niveau organisationnel des choses. À part ça, je pense que l'entraîneur et l'encadrement technique sauront quoi faire. Et j'espère que ça se passera comme ça pour ne pas trop s'ingérer dans le travail que nous fournira bien sûr Michel Dussié, parce que n'oubliez pas, le public sportif béninois a les regards sur qui fera ce déplacement, pour quel résultat. Et je pense que là, nous allons attendre impatiemment la fin de ce stage, la fin des matchs amicaux et voir bien sûr la liste des 23 que nous fournira Michel Dussié pour le départ de l'Égypte. Oui, parlant de la liste des 23... Avant de parler de la liste, excusez-moi, juste pour appuyer un peu ce que René vient de dire. Quand on prend le chronogramme, d'accord, on a vu, Michel Dussié va se rendre en Égypte. Il va assister au tirage au sort. Après, il va procéder à la visite des installations. Il faut dire que les installations hôtelières, là où les écuries doivent rester, revient de la responsabilité du coach. Vous comprenez? C'est le coach qui doit dire, bon, après le tirage au sort, vu la ville dans laquelle nous sommes logés, je voudrais cet hôtel pour l'équipe nationale. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas le ministère. Il faut que les choses soient claires. Et c'est le coach qui doit définir ces choses pour dire, bon, voilà ce que je propose, il revient à la fédération, au ministère de l'accompagner. Donc je pense que là, c'est déjà quelque chose de bien. En temps, c'est peut-être la fédération qui se déplace ou bien ce sont les ministères du ministre qui se déplacent et vont choisir.
Donc si déjà le coach sait qu'il a à visiter les hôtels pour les choisir pour ses joueurs, je pense que c'est déjà... De toutes les manières, pour cette visite, le coach ne sera pas seul. Il sera certainement accompagné d'un membre de la fédération et d'un membre du ministère pour voir... Et puis sa voix sera dominante. Oui, espérons que sa voix soit dominante parce que après, on sait comment il peut arriver que le politique trouve un peu ce qui va en sa faveur. Mais on espère bien qu'on va donner la chance à Dussié de donner les conditions dans lesquelles comme nous sommes dans une lune de miel, je pense que... Oui, la lune de miel peut donner des ailes. Il ne va pas demander des ailes de la tête. Donner des ailes aux gens pour dire que... Surtout après l'organisation. Oui, et c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. De ce dernier match, je suis sûr qu'il ne va pas demander des ailes de la tête. On peut commencer par attirer l'attention sur si je mets ces incohérences. Si je mets l'accent sur ça, c'est à partir de ces petites choses-là que ça commence. Donc si l'entraîneur dit, bon, il fait la proposition de 3 hôtels, d'accord, pour l'équipe nationale. Il connaît la bourse du Bénin, il sait un peu l'environnement dans lequel nous évoluons, d'accord. Il va falloir qu'on satisfasse d'une manière ou d'une autre à ces désirata. Il ne faudrait pas qu'à la fin dise que, bon, j'ai choisi tel environnement pour mes joueurs, vous n'avez pas voulu, vous avez dit, donc je pense que, je me répète, nous sommes dans une lune de miel, vous l'avez dit. Donc je pense que la main dans la main, ils vont trouver le juste milieu pour que ces petits problèmes n'entravent pas trop la préparation. Oui, et il faut également ajouter que le lieu du stage de préparation pour ces CAN, le stage proprement dit qui va démarrer le 3 juin prochain, sera déterminé en fonction du tirage au sort que le Bénin va hériter le 12 prochain. Et vivement que le ministère, Fédération béninoise de football et encadrement technique des écureuils trouve le juste milieu afin de mettre l'équipe dans les meilleures conditions afin de préparer au calme cette 4e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En entendant un mot sur la liste des 23, c'est trop tôt, hein, mais on va juste, est-ce que vous pensez qu'il y aura de bouleversements dans la liste concoctée par Michel Dussié depuis son retour à la tête des écureuils en août dernier? Bon, il n'y aura pas assez de bouleversements, mais une chose est sûre, certains ne s'y retrouveront pas parce qu'il est venu dans un contexte peut-être où on avait quelques manques. Ensuite, il y a eu des impondérés, des matchs qui ont amené qu'il a perdu 2 ou 3 joueurs et il les a remplacés par certains. Maintenant, ces 3 joueurs vont revenir. Ça veut dire que dans la liste, les 23, il y a certains qui ne vont pas, qui vont être retirés pour placer Michael Poté, Cécile Dalmeda et le capitaine Stéphane Sessayon. Après, il faut voir aussi la forme du moment. À l'instant où il va vouloir faire sa liste, il faut voir les joueurs qui sont à même d'apporter quelque chose à l'équipe. Et c'est ça, même l'équipe, le principe de l'équipe nationale. C'est les joueurs en forme du moment, les joueurs capables de vous apporter quelque chose à ce moment-là qu'il faut choisir. Il ne faut pas, parce que l'autre a fait l'éliminatoire et que maintenant il est blessé ou bien il a quelques soucis, ce n'est pas forcément celui-là qu'il faut à ce moment-là. Donc, mais compte tenu des 3 semaines de préparation, Michel Dussié peut voir comment gérer. De toutes les manières, tous ceux qui ont participé aux éliminatoires ne vont pas à la CAN. Figurer dans cette liste des 23. Et fidèle à Koroya, les places sont désormais chères pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau du Bénin. Passer les listes où le technicien français a juste colmaté les brèches pour arriver à un résultat. Ah oui, c'est la nature humaine. Dans la vie, chaque place est chère, est très chère. Et vous devez vous battre pour être positionné et pour être là où vous devez être. Et comme l'a dit Arthur, la liste, elle est ouverte. L'équipe nationale, c'est la forme du moment. C'est la forme du moment. Personne n'a le titre foncier de l'équipe nationale. Même si vous avez fait les 6 matchs de qualification et que pour le jour J, vous n'êtes pas prêt, souffrez, qu'on vous met de côté.
souffrez que vous mettez de côté. Donc je pense que sur ce point, moi, je n'ai pas tellement beaucoup d'appréhension. Il a une large éventail, d'accord? Il a une large éventail de joueurs. Quitte à lui de nous sortir les 23, malheureusement c'est 23 qui seront là-bas, quitte à lui de nous choisir les 23 guerriers qui pourront aller vaillamment défendre les couleurs nationales. Donc je pense qu'il a la latitude, et si vraiment on le laisse les coudées franches, je pense bien que depuis toujours il évolue dans cette logique. Je pense qu'il a même de nous sortir les 23 guerriers qui pourront aller défendre les couleurs nationales. Maintenant, ce qui va gêner un peu, il ne faudrait pas qu'ils disent bon, voici les 23 sans explication. C'est ça qui va énerver le public sportif béninois. Mais il a toujours expliqué, après la publication de ça, il a toujours animé une conférence de presse pour justifier cette choix. Cette fois-ci, les choix, il va falloir aller vraiment en détail pour dire si j'ai retenu telle personne, c'est contenu. Il ne faudrait pas que ça soit de façon générale. Parce qu'on comprend, parce que si vous voulez... Il ne faut pas remercier, c'est ça que vous voulez, il ne faut pas remercier des joueurs. Nous sommes capables de sortir 23 joueurs, oui. D'accord. Maintenant, lui, il a la responsabilité de choisir les 23 qui iront défendre les couleurs nationales. Moi, j'estime qu'au moment opportun, il va falloir qu'il vraiment explique, qu'il fasse de la pédagogie pour faire comprendre ses choix. Oui, René Sabo. Ben, nous n'allons rien inventer. Vous savez, lorsqu'une nation se qualifie pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations ou de Coupe du Monde, il est clair que tout le monde ne peut pas voyager. Tout le monde ne peut pas voyager simplement parce que l'entraîneur a des compartiments qui, selon lui, sont bons, mais il a d'autres qui sont moins bons et d'autres à renforcer. Donc ça veut dire que le Bénin ne fera que respecter cela, et on va avoir certains cadres de la sélection qui, à certains postes, sont indispensables. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, on ne peut pas faire une carte sans essayons ça. Le capitaine, c'est pas possible. C'est le seul nom que tout le monde cite. Mais Olivier Verdon, si ce n'est pas blessure, ne peut pas manquer. Il a des cadres qui ont d'ailleurs disputé pratiquement les 6 rencontres des éliminatoires, sauf ceux qui ont écopé de carton. Donc, à partir de là, mais sur d'autres compartiments, souffrait qu'on puisse aller chercher du renfort pour pouvoir permettre à notre équipe d'être compétitive. Parce qu'au-delà de l'euphorie de la qualification, nous voulons une bonne prestation, nous voulons des victoires à la prochaine phase finale, nous voulons une qualification pour la deuxième phase de cette Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, et ceci quel que soit les têtes de poule au niveau de cette compétition. Donc, si on est d'accord que pour tous les publics sportifs béninois, pour tous les Béninois, l'objectif est de voir notre sélection tout feu, tout flamme en Égypte, laissons l'entraîneur faire son travail et qu'il puisse choisir ceux qui sont à même de pouvoir apporter quelque chose pour le bonheur de tous les publics sportifs béninois. Voilà. Oui, vous avez un mot à ajouter rapidement avant qu'on ne passe au second sujet. Je vais juste dire que dans la sélection, on sait qu'il y a un secteur où depuis longtemps on a des problèmes. Je ne sais pas si au bout de 3 semaines, Tissué pourra trouver le côté gauche, le latéral gauche du Bénin. À ce poste-là, le latéral droit du moins, à ce poste-là, nous avons un véritable problème. Et sur le match contre le Togo, on a encore vu combien les Togolais ont bouffé celui qui est là, Nutete, le défenseur Adileo qui venait en secours. Donc c'est aussi... Le défenseur souvent décrié. Bon, chacun sait pourquoi on décrit, et Tissué sait pourquoi le joueur est là. Donc on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. Mais surtout, c'est ce poste-là qui constitue un peu... Bon, on ne dira pas forcément le maillon faible, mais que le maillon qui a des soucis à notre niveau, c'est ça. C'est au niveau du latéral droit. Et on verra. On n'a pas aujourd'hui
un latéral assez performant à ce niveau-là. Bon, on verra si... Depuis la retraite, je vais dire, de Alain Gaspoz, on essaie de colmater les brèches à ce niveau. Et, au début de ces éliminatoires pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, on nous a ramené un certain Richard Bakary qui évolue dans le championnat anglais. Oui, dans le championnat anglais, mais il n'a pas fait l'affaire. Mais la dernière fois, on a eu un Barazé qui a été épaulé par un certain Rodrigue Fassinou. Si Rodrigue Fassinou garde sa forme actuelle et lors de la phase retour du championnat, s'il arrive à confirmer... C'est peut-être un message qu'on lance à ces joueurs locaux qui évoluent à ce poste-là, qu'ils soient performants pour pouvoir avoir... Ça veut dire que dans notre sélection nationale, il y a ce poste-là qui est vide. Donc, dans le championnat national, si quelqu'un est performant, quelqu'un est assez performant et que Tissu juge qu'il peut au haut niveau donner quelque chose, il n'y a que cette place-là qui est libre là. Oui. Mais il faut aussi dire une chose, c'est vrai, on est qualifié pour la CAN. Nous aspirons à franchir le premier tour. Mais vu l'équipe que nous avons aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi qu'on jette déjà tous nos espoirs sur cette équipe parce que nous sommes conscients que c'est une équipe en construction. Aujourd'hui, on dit 100. C'est-à-dire que cette saison sera si la liste n'est pas blessée. À part lui. Quel est le deuxième joueur qu'on peut citer avec force et vigueur? Verdon, à part lui. Khaled, s'il n'est pas blessé. S'il n'est pas blessé, oui. Mais l'âge passe. Sauf que sur tout ce qu'on a vu faire Verdon jusqu'à Khaled à ce niveau. Sauf que sur ce qu'on a vu Khaled faire jusqu'à ce niveau, malgré l'âge, il a répondu. Je suis d'accord. Pour cette CAN, après cette CAN. Oui. D'accord. Dans 2 ans, dans 4 ans. Oui, il faut penser à la relève. C'est parce qu'on pense peut-être à la relève que Verdun, là, à 23 ans, il est déjà un des 4. Donc, multiplier également les Verdun. D'accord, multiplier également les Tidjani, multiplier également tous les autres noms que vous pouvez citer. Pour qu'on ne dise pas que bon, voilà, pour qu'on ne dise pas que bon, pour une CAN, il faut être futuriste. Sauf que pour aller à une CAN, on ne peut pas multiplier du coup tout ce monde-là. Il faut envoyer ceux qui sont capables d'aller nous faire quelque chose là-bas. C'est une équipe où on ne peut pas placer la barre très haute, mais on peut placer la barre à un niveau où on demande pour une CAN de 24 que l'équipe sorte du premier tour. Oui, mais... Une fois à 24, oui, c'est normal qu'on demande que gagner un match, avoir des matchs nuls et aller au second tour. Ce n'est pas ce qu'on demandait à l'équipe là. Je suis d'accord avec vous. Si j'ai réagi, c'est parce que vous avez estimé qu'à un poste, jusqu'à présent, le B n'a pas encore trouvé quelqu'un. D'accord, jusqu'à présent. Donc, moi, je suis dans une vision futuriste. Il faut corriger déjà les choses. Le championnat qui est en cours, ça a commencé quand? Si on avait un championnat régulier depuis 9 ans, on ne serait pas en train de crier et de décrier ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez? Donc, si on avait un championnat régulier, peut-être qu'on aurait déjà des joueurs. D'accord? Et on n'aura même plus besoin de Sessegnon et de Khaled. Peut-être, je dis peut-être, c'est parce qu'il n'y avait eu rien qu'on s'est dit que bon, on ne peut que faire avec ceux qui sont là. Donc, pour finir, pour chuter sur ce point, moi, je voudrais que le championnat puisse continuer. D'accord? Pour qu'on puisse avoir du vivier de la relève. Et les choses reprennent déjà le samedi avec cette rencontre Tonnerre et USAE et FC Tonnerre de Boycon au stade René Plevel en ce qui concerne la phase retour de la Vitalor Ligue 1. Et il faut ajouter également que le sélectionneur national va revenir à Cotonou le 1er mai. Il a encore un mois du 1er au 3 où le stage de préparation proprement dit va démarrer. Il a 4 semaines au moins pour sillonner également les stades du Bénin pour voir s'il peut trouver à ce niveau quelques... C'est ça, quelques oiseaux, pas l'oiseau, quelques-uns pour étoffer. Non, il faut dire l'oiseau, c'est pas quelques, c'est l'oiseau. On ne peut pas envoyer la dernière fois. Toi, la dernière fois, parce que c'était un match de qualification, un match où il y avait des blessés. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à 3 semaines qu'il faut
envoyer 3 ou 4 joueurs. Ce n'est pas réaliste. Et parlons maintenant à présent de la Coupe du Bénin 2019. Le Caridas est connu. Esaü, Béké et Aspac et la jeunesse athlétique de Cotonou sont les équipes qui sont encore en lice pour ce titre cette saison 2018-2019. Fidèle à Korodia, c'est la logique est respectée. Il est vrai que nous sommes en coupe et en coupe, il faut gagner un match pour passer au tour suivant. Oui, la logique est respectée pour les clubs qui se sont engagés pour disputer cette Coupe du Bénin. Donc, moi, sincèrement, jusqu'à présent, je ne sais pas les conditions ou bien pourquoi la liste n'est pas ouverte à tous les clubs, parce que c'est la Coupe du Bénin. Et en temps normal, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2 ou bien régionale, vous devez être en mesure de participer. Mais malheureusement, on a compris que c'est seulement quelques 14 équipes. Voilà, qui ont... Bon, on peut peut-être tenter d'expliquer ça pour dire que, compte tenu des conditions de la CAF pour envoyer l'équipe qui doit représenter à temps, on a pu limiter. Mais l'idéal à l'année prochaine, c'est qu'on commande vite cette coupe-là et permettre à tous les clubs, parce que c'est une fête. Je suis d'accord avec vous. On a commencé le championnat quand? Oui, j'ai dit l'idéal, c'est qu'on commence tôt. Le 27 octobre. Donc on peut aussi déjà lancer la Coupe du Bénin déjà le 27 octobre. Mais il faut comprendre que au niveau de la Fédération béninoise de football, ça fait partie de la communication. Je ne sais pas si c'est la normale communication également à ce niveau. Donc, on ne communique pas beaucoup. Juste pour dire que, bon, pour revenir maintenant au Caridas, pour les équipes qui ont préparé cette compétition et que ces 4 ont pu franchir le Rubicon, on ne peut que les dire félicitations. C'est vrai, les Buffs n'ont pas pu. Non, c'est la logique. Quand vous parlez de logique à ce niveau, Buffle, au niveau du championnat, Buffle à quel niveau? Premier. Mais les résultats des dernières journées, quand vous voyez Buffle, ce n'est forcément pas une question de logique. Et en coupe, sur les matchs coupérés, il y a des détails qui échappent parfois à certains. Sur ces détails-là, l'adversaire peut profiter et aller. Donc il n'y a pas véritablement quelque chose de logique. C'est le football. Et le football, c'est ce... Bon, c'est peut-être le sport qui nous donne beaucoup de plaisir de voir. Le tableau des demi-finales, on a la jeunesse. Personne ne pouvait imaginer ce tableau des demi-finales. Personne ne pouvait, mais lorsqu'on regarde les derniers résultats de ces clubs, surtout la jeunesse athlétique de Cotonou, Esaü Football Club, des clubs qui sont restés longtemps dans les profondeurs du classement de la Ligue 1, mais qui, vers la fin de la phase aller, ont retrouvé une certaine jeunesse et ont remporté presque toutes leurs rencontres de fin de la phase aller pour se retrouver en demi-finale. Esaü qui présente un bilan de 10 matchs disputés, y compris les matchs amicaux, 7 victoires et un match nul et 2 défaites. Et les 2 défaites remontent à des semaines. Donc, il faut simplement dire que c'est vrai, le Caridas, pareil, il est dit, ben, il a une donnée qui a beaucoup joué. D'abord, la Coupe du Bénin a été lancée au niveau de la trêve et certaines équipes ont profité de cette compétition pour recruter et mettre en compétition leurs joueurs. Ça a marché pour certains, ça n'a pas marché pour d'autres. Parce que quand vous prenez une équipe comme Aspac et Béké, ils ont eu quand même du renfort. Maintenant, Jacques, ils ont également renforcé, mais ils jouaient le tout pour le tout. Maintenant, on verra bien si avec le début de la Ligue 1, on aura confirmation à ce niveau. Maintenant, pour revenir rapidement au fait qu'on n'ait pas eu d'autres clubs engagés dans de Ligue 2 ou de Ligue 3 engagés, je pense qu'on aurait pu ouvrir au club de Ligue 2 qui pouvait, parce qu'il a une donnée à ce niveau. Il faut qu'une fois qualifié, qu'on soit en mesure de pouvoir répondre aux impondérances de la CAF. Il faut les moyens, etc. Mais certaines équipes en Ligue 2 sont un peu mécontentes car estimant qu'ils pouvaient aussi faire la chose. Je pense que, comme l'a dit Arthur, l'année prochaine, la fédération saura ouvrir à temps à tout le monde. Et on souhaite une bonne chance à toutes les équipes. On verra bien la suite. La compétition qui a démarré
un peu plus tôt que la Coupe du Bénin 2019, c'est les champions nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2. La phase retour reprend ce samedi et le calendrier est connu depuis quelques semaines, mais il y a un petit souci au niveau du calendrier. Arthur Celo, on était avec un nombre de clubs impair du 9 clubs. L'AS Police est disqualifié avant la fin de la phase retour, ce qui voudra dire que la phase retour qui commence le samedi prochain, le samedi 6 avril, va commencer avec les 18 qui sont restés, mais on note toujours de clubs au repos. Oui, c'est peut-être on va dire une incongruité qu'on a notée au niveau du calendrier de la Vital Ligue 1, de la phase retour, parce qu'on s'attendait qu'après la défection de l'AS Police, parce que l'AS Police était là, ça faisait 19, et à chaque journée, il y avait une équipe qui restait au repos. Maintenant que l'AS Police n'est pas là, on est 18, on est en mesure de faire jouer toutes les équipes dans la semaine. Donc je ne vois pas, moi je n'arrive pas à m'expliquer qu'on soit là maintenant à mettre 2 équipes à la pause. Et cela va peut-être dépendre un peu sur la qualité du championnat, parce que ce que vous mettez à la pause, c'est sûrement qu'à tout de rôle, 2 équipes vont rester jusqu'à la fin. Sauf que ceux qui restent à la pause dès la 20e, 21e, 24e n'auront pas la même fraîcheur physique que ceux qui vont rester à la pause lors des 28e, 30e jours, où a priori le championnat devient plus rigueux, où on se bat pour le bas du tableau, pour le haut du tableau, et on se bat également pour le maintien. Donc la fraîcheur physique de ceux qui vont bénéficier dans ces instants décisifs là, qui vont se reposer un peu avant de revenir là, cette fraîcheur va dépendre un peu sur ceux qui étaient à la pause depuis. Donc moi je ne trouve pas pertinent qu'on mette en pause 2 équipes à chaque journée dès la reprise. Fidèle à Correa, qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, il est vrai, vous n'êtes pas au niveau de la Ligue professionnelle de football du Bénin, mais qu'est-ce qui peut justifier l'élaboration d'un tel calendrier pour la phase retour, alors qu'on sait que lors des matchs allés, le calendrier a été déjà modifié à un moment donné? Laros, pour répondre franchement à votre question, je vais dire qu'au niveau de la Ligue professionnelle, on n'a rien fait pour réactualiser le calendrier. D'accord? Pour répondre franchement, on n'a rien fait. Peut-être on a fait de copier-coller pour dire, bon, comme l'AS Police est là, on cadre le même calendrier. Maintenant que nous sommes en train de dénoncer, je suis sûr que les responsables de la Ligue vont revoir les choses. Sinon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Encore qu'on doit aussi accélérer cette deuxième partie pour nous permettre d'avoir l'équipe championne, d'accord, et nous allier sur le calendrier de la CAF. Encore que nous avons une équipe nationale qui va préparer bientôt les échéances de la Coupe de la Fédération. Je suis sûr qu'à partir de ce que nous sommes en train de dire, les responsables de la Ligue professionnelle de football vont revoir le calendrier. Sinon, je suis d'accord à 1000% avec ce que Arthur a dit. Et si les gens avaient réfléchi dans ce sens, ils n'allaient pas laisser ce calendrier partir. Ils allaient déjà réactualiser. Donc ils se sont dit, bon, le calendrier est déjà là, il faut continuer. Oui, René Sabo, je vous vois. Non, je veux juste dire que je comprends un peu la préoccupation d'Arthur, mais attention, on peut procéder comme vous le dites. C'est peut-être une requête, mais ne changeons pas les règles en cours de jeu. Je le disais tout à l'heure en offre à Arthur, il se pourrait qu'une équipe qui est censée être au repos estime qu'il ne faudrait pas la faire jouer. Donc là, on pourrait arriver à une certaine cacophonie, mais là, au début, la règle était toute simple. On joue, personne ne s'attendait quand même à cette défaillance de l'AS Police, mais sur quelques journées de la phase d'aller, nous avons vu quand même 2 équipes se reposer. C'est vrai que la Ligue aurait pu revenir. C'est aussi vrai, si vous suivez bien
ce calendrier, si on devait procéder comme ça, ça allait entraîner encore un réaménagement au niveau de certaines rencontres. Donc certainement, je ne défends pas la Ligue, ils ont peut-être aussi étudié ce que Arthur disait, mais il faut voir aussi la disponibilité des terrains par la suite. Parce que quand vous rentrez, vous vous rendez compte que sur certaines journées, il pouvait avoir chevauchage au niveau de certains stades. Bon, maintenant, vu le temps dont on dispose, il faut finir le championnat. L'inquiétude ou le fait d'analyser de cette façon cette liste est encore plus, je vais dire, est encore plus pertinent lorsqu'on voit le jeu. Est-ce que vers la fin, Aspac qui se repose avant, à une journée de la fin du championnat, si Aspac qui vise le titre est en concurrence avec une autre équipe, et voilà que Aspac, ça ne va pas biaiser un peu le jeu vers la fin. L'exemple est bien choisi, mais prenons plutôt une autre équipe qui soit en compétition pour le maintien ou pour le titre ou la deuxième place, qui joue l'avant-dernière journée, qui attend l'avant-dernière journée là pour voir ce que son concurrent direct fait et reprendre un peu de l'énergie et revenir. Oui, je comprends, Arthur. Ça, on est dans les calculs. Mieux. Par rapport La dernière journée qui a été fait, c'est ce qui était préétabli. Maintenant, si par rapport à la requête, il fallait reprendre, je suis d'accord. Oui, mais on avait prévu ça parce qu'on était dans l'obligation de ça. Parce qu'on était 19. C'était une obligation. Maintenant, mais au-delà de tout ça, la police, on l'a fait sortir. On l'a fait sortir? Oui. Parce que la police, à un moment donné, a enfreint au règlement. D'accord? On a dit, bon, la police, vous ne jouez plus. À partir de ce moment, on doit commencer par réfléchir pour réaménager le calendrier. La police, on ne l'a pas fait sortir. La police s'est fait sortir. Ils ont eu une défaillance. Il faut faire la différence. D'accord. Quel que soit le choix du mot. Quel que soit le choix du mot, la police a quitté la compétition. Donc déjà à partir de ce moment, les responsables de la Ligue doivent dire attention. Il y a une équipe qui est défaillante. D'accord? Pour la phase en cours, on ne peut plus rien. Mais pour la phase à venir, il faut revoir rapidement les choses. Oui, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, chef. Mais le problème qui se pose, il serait bien quand même qu'on ait quelqu'un de la Ligue aussi, parce qu'on ne sait pas s'il a d'autres données qui ont fait qu'on n'est pas pu aller dans ce sens. On a essayé. Ce qui est sûr, on va vous dire peut-être l'argument que vous nous avez envoyé de terrain, mais si on avait rapidement pris la mesure des choses, je vous jure qu'on ferait jouer toutes les équipes à toutes les journées et tout le monde comprendrait. Il n'y aura pas de repos. On peut dire que vu que les clubs n'ont pas suffisamment de moyens, il faut voir dedans pour leur permettre de souffler tout petit peu. On comprend l'environnement. Mais tout cela va biaiser. Ça va biaiser, ça c'est clair. Ça va biaiser. La course au titre, la course au métier. Ça va biaiser, ça c'est clair. Maintenant, si on fait tout ça dans cette saison, moi je voudrais proposer que l'année prochaine, la saison prochaine, qu'on puisse vraiment avoir la tête sur les épaules, parce que c'est à partir des expériences qu'on prépare le futur. D'accord, le futur. Donc à partir de ce que se passe aujourd'hui, je suppose que c'est la première saison, on va attaquer tout ça là, il doit y avoir des remue-ménages, tout ça là. Maintenant, des suffisances. À partir de la saison prochaine, il faut que les choses soient bien ficelées, et que les gens soient proactifs, pour qu'au fur et à mesure, on sente vraiment une dynamique, on sente du professionnalisme. Sinon, j'espère que l'année prochaine, vous ne viendrez pas dire qu'on change les règles. En préparant cette émission, on a essayé de contacter le secrétaire de la Ligue, mais en vain. Sinon, on devrait avoir en plateau une voix autorisée de la Ligue de football pour nous expliquer pourquoi on a élaboré le calendrier de cette façon. Mais peut-être la semaine prochaine, on l'aura en plateau avec peut-être un président de club
pour passer au peigne fin ce calendrier et décortiquer un peu la première phase, les insuffisances notées lors de cette première phase. Que faut-il faire pour corriger celle-ci afin que le championnat se termine bien et ne se termine pas dans les bureaux comme on a vu par le passé. Nous passons à l'actu inter. En football, les quarts de finale de la Ligue africaine des champions 2019 démarrent ce week-end, le samedi. Les matchs allés commencent. Mamelodi Sundowns à l'allée du Caire et Oroya AC de la Guinée, Conakry, Wydad Athletic Club du Maroc, Simba Sport Club tout-puissant Manzembe, Club sportif constantinois Espérance sportive de Tunis sont les affiches au programme de cette coupe ou de cette Ligue des champions africaine, les quarts de finale. Et en coupe de la Confédération, Nkana FC rencontre Club sportif sphacien, et Gomaya FC et Renaissance sportive de Berkane, Étoile sportive de Sahel et aura en face El Hilal du Soudan, Hassania US d'Agadi du Maroc joue Zamalek de l'Égypte. Ce sont les affiches des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. Et en handball, on joue à partir de demain le 35e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball au Maroc. Et pour cette 35e édition, il y a 24 formations, dont 16 en hommes et 8 en dames chez les hommes. En plus des habitués du parquet, on note la présence de 4 nouveaux clubs masculins, à savoir Mekele et Kinkos d'Éthiopie, et Don Bosco de Côte d'Ivoire et le Oroya AC de la Guinée Conakry. Le Maroc, pays organisateur, alignera 3 équipes: l'Égypte, la RD Congo, la Tunisie, l'Éthiopie, le Cameroun seront représentés par 2 clubs chacun, tandis que seuls le Gabon et la Côte d'Ivoire iront à l'assaut de Dame Coupe avec un seul représentant. On devra s'attendre à de telles belles affiches avec la présence de l'Étoile sportive et Al-Ali Phoenix. Et il faut simplement dire que chez les dames, seuls 2 pays, l'Angola et le Cameroun, joueront avec 2 clubs: la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Sénégal, le Congo-Brazza, et ont chacun un représentant. Le Primo de Agosto, le Petro Atlético, les FAP seront encore là pour la conquête du titre. La compétition s'achève le 15 avril prochain. Le Bénin n'est pas représenté. Il faut dire que déjà la saison dernière, le club champion du Bénin et vainqueur de la Coupe du Bénin, Flores Handball Club, ne s'est pas représenté à cette compétition. Je ne sais pas, les responsables vont nous parler des moyens certainement. Et René, vous avez une information de dernière minute pour conclure cette actualité. Oui, exactement. Nous avons le tirage au sort de la Coupe de l'UFOA B qui va se dérouler le mardi 16 avril prochain du côté d'Abidjan. Il faut dire simplement que 8 équipes sont sur la ligne de départ. La Côte d'Ivoire, nation hôte, le Ghana, vainqueur de la première édition de cette compétition, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo et le Niger. Le Bénin ne serait pas présent à cette compétition pour des raisons qui ne sont pas encore précisées. Il faut simplement dire les raisons, nous en connaissons ici, hein, parce que le Bénin a fait défection l'année dernière à quelques jours ou
ou à moins de 72 heures du coup d'envoi de la compétition, où le ministre Oswald Omeki a sifflé la fin de la récréation, le Bénin ne dispose pas d'une sélection en bonne et due forme pour prendre part à une compétition féminine de football sur le continent actuellement. Et le championnat vient d'être relancé avec cette finale qui se pointe à l'horizon. C'est le dimanche prochain du côté du stade René Pleven de Cotonou. Arthur et Célo, nous voilà à la fin de cette émission. Et votre mot de fin? Mot de fin, non, c'est juste saluer et me dire que c'est un plaisir d'être sur le plateau et aller les écureuils. Allez les écureuils, vous êtes déjà à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et fidèle à Koroja, vous clez cette émission. Merci beaucoup Laros, merci infiniment pour le plaisir. Et je pense qu'on sera encore là les semaines à venir. Et je voudrais faire une requête. Je voudrais que prochainement qu'on puisse vraiment parler du handball, parce que là aussi il y a un peu de bourguignon à ce niveau, parce que je ne comprends pas qu'on puisse vraiment participer à des compétitions sous-régionales, qu'on soit incapable de participer à des compétitions sur le plan international, quand on sait que dans les années 90, le Bénin était la plaque tournante du handball africain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette discipline pour qu'on puisse ne plus faire sortir la tête de l'eau? Oui, les équipes nationales seniors hommes et dames du handball sont actuellement en préparation pour les éliminatoires des Jeux africains dans la zone 3. Et on a déjà prévu quelque chose dans ce sens, à appeler un responsable du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball pour venir nous parler un peu des états de lieu de la pratique de la discipline, surtout l'affirmation de ce handball maintenant dans la catégorie senior. Et vous serez là pour nous accompagner dans la conduite de cette émission. René Sago, c'est la fin. C'est la fin de l'émission. Nous remercions le plateau, nos invités, tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à la semaine prochaine. Ce sera tout pour le Sport Plus du jeudi 4 avril 2019. C'est une émission spéciale décalée en raison des quarts de finale de la Coupe du Bénin 2019. Merci à vous pour votre attention soutenue et à la semaine prochaine.